Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. Alors aujourd'hui, pas une vidéo de déballage de boîte, mais comme je l'avais annoncé il y a de longs mois maintenant, après avoir fait justement toutes les vidéos de déballage jusqu'aux 5 faiblesses, cette semaine, sauf changement de planning de dernière minute, je vais faire les 5 vidéos consacrées aux 5 archétypes présents dans la boîte, aidés par les cartes de la boîte. Et au passage, n'hésitez pas dans les commentaires à indiquer si ça vous intéresse que je fasse des vidéos consacrées à d'autres archétypes, du style truand friqué, chercheur à main pleine, survivant, rat des pâquerettes, c'est-à-dire on booste peu, mais on a en main des cartes pour transformer l'échec en réussite, ou autre, j'ai pas d'autre idée en tête. Voilà, donc n'hésitez pas à demander. Aujourd'hui, on va voir l'archétype gardien, à savoir, je l'ai appelé, je crois, voilà, temporisation des ennemis, qui est suggéré, on va dire, par la présence de Bolas, dans l'ordre du chien de garde amélioré et des menottes améliorées, notamment. Voilà, donc, alors en dernier point méthodologie, comme d'habitude, j'ai des écrans de présentation comme ça tout simple, et j'ai découpé en plusieurs blocs: gestion des ennemis, gain d'indices, économie. Je crois que pour certains il y a gestion du deck rencontre, et à la fin les investigateurs de choix et pourquoi. Dans chaque groupe, les cartes je les présente globalement dans leur ordre de sortie, parce que c'est comme ça que j'ai fait les recherches. Donc aujourd'hui, temporisation des ennemis. C'est-à-dire que la plupart du temps, en tout cas moi c'est comme ça que je joue, quand j'ai un ennemi en jeu, j'essaie de m'en débarrasser le plus vite possible. La plupart du temps ça veut dire vaincre cet ennemi, parfois c'est lui échapper et sortir du lieu, et comme il est pas chasseur, on s'en soucie plus. Et donc là l'archétype temporisation des ennemis, c'est je laisse mon ennemi en jeu un certain temps, et non seulement ça va pas trop me gêner, mais idéalement ça va me rapporter. Voilà. Donc là concrètement, on va commencer par la gestion des ennemis, et j'ai découpé en 4 l'attrition, c'est-à-dire blesser progressivement cet ennemi qui reste en jeu, le déplacement et l'évasion, on laisse cet ennemi mais on lui échappe et on sort de son lieu, ou on l'envoie dans un autre lieu, la contre-attaque et le coup de grâce, parce que cet ennemi, vous le laissez en jeu pour en profiter, et à un moment donné, il devient quand même trop gênant. Alors l'attrition, le chien de garde, dans la boîte de base, on l'a au niveau 0, un allié qui coûte 3 points de vie, 1 point de santé mentale, trait, allié et créature. Réaction: quand une attaque ennemie inflige des dégâts au chien de garde, infligez un dégât à l'ennemi attaquant. Dans la boîte, là, on a la version de niveau 2. Alors, les comparaisons. 1 point de vie en plus, 1 point de santé mentale en plus. La réaction, c'est quand une attaque ennemie inflige des dégâts et ou des horreurs. Ce qui veut dire que maintenant, ça marche pour tuer les engoulevents dans Dunwich. Et il a en plus une action rapide: inclinez le chien de garde, engage un ennemi dans votre lieu, cet ennemi vous attaque. Donc, voilà, c'est de l'attrition, l'ennemi il vous attaque, mettons que c'est un ennemi qui inflige un dégât par attaque, pas plus, il inflige un dégât au chien de garde, et le chien de garde lui inflige un dégât, et donc vous ne dépensez pas d'action à le combattre. Version de niveau 2, ça marche aussi pour les horreurs, et le chien de garde va pouvoir encaisser plus longtemps et donc infliger plus de dégâts globalement. Deuxième carte, le flic en patrouille, spécifiquement de niveau 2. Pareil, c'était dans la boîte de base. Donc il coûte 4, 3 points de vie, 2 points de santé mentale, trait allié police, vous gagnez +1 en force, action rapide, inclinez le flic en patrouille et infligez-lui un dégât, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu.
sur 3 rounds, ou moins si vous avez de quoi le redresser, il va infliger 3 dégâts à des ennemis. Donc la même chose, vous pouvez tuer 3 engoulevents sur 3 rounds. Alors, sauvetage héroïque. La version de niveau 0, elle était dans le cycle de Carcosa. Un événement qui coûte 1, rapide, à jouer quand un ennemi non élite devra attaquer un autre investigateur dans votre lieu. Engagez cet ennemi et résolvez son attaque contre vous à la place, ensuite infligez-lui un dégât. La version de niveau 2, elle coûte 0, maintenant l'attaque peut être dans votre lieu ou dans un lieu connexe, vous vous déplacez si vous n'êtes pas dans le lieu de l'attaque, et pour le reste c'est la même chose. Donc déjà là, vous protégez un investigateur qui va pas subir de dégâts, mais vous faites un dégât à l'ennemi, voilà, donc encore de l'attrition. Évidemment ça se combine avec ce qu'on a vu avant, l'attaque de l'ennemi ça peut servir à déclencher la réaction du chien de garde, et dans une fenêtre d'action rapide, vous avez pu utiliser le flic en patrouille de niveau 2 pour infliger un dégât. Alice Luxley, du cycle Le Cercle Brisé. Niveau 0, 4 ressources, emplacement d'alliés bien sûr, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait allié détective et police, vous gagnez +1 en intelligence. Réaction, après que vous avez découvert un indice, inclinez Alice Luxley, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Donc là, c'est une carte qui vous aide à trouver les indices avec son bonus en intelligence, et quand vous réussissez ce qu'elle vous aide à faire, vous blessez un ennemi. Et bien évidemment, cette carte-là, faut la garder en tête pour tous les effets de gain d'indice. Parce que tout à l'heure, on verra du gain d'indice grâce à la présence d'ennemis, et donc vous dites, il y a un ennemi, donc grâce à la carte, je gagne un indice, j'ai gagné un indice, avec Alice Luxley, j'inflige le dégât à cet ennemi, et potentiellement ça achève l'ennemi maintenant que vous avez trouvé tous les indices que vous vouliez. Ah oui, j'ai oublié de citer tout à l'heure la blessure grave, qui est dans le cycle Les Clés Écarlates, un événement de niveau 0 qui coûte 1, très tactique, rapide, à jouer après que vous avez attaqué avec succès un ennemi non élite en ayant utilisé un soutien corps à corps, attachez blessure grave à l'ennemi attaqué, forcez, à la fin du round, infligez un dégât à l'ennemi attaché. Donc là on est vraiment à fond dans l'idée de l'archétype, j'ai réussi une attaque, alors c'est spécifique, il faut que ça soit une arme de corps à corps, par exemple la machette, donc j'inflige cette carte là, et je sais que l'ennemi va subir des dégâts au rythme d'un dégât par round. Et donc je sais d'ores et déjà pendant combien de rounds l'ennemi va rester, et pendant combien de temps je pourrais bénéficier de sa présence, et je sais que, comme il va être blessé petit à petit, j'ai même pas besoin d'utiliser autre chose si je le souhaite pas. J'ai pas besoin d'utiliser le chien de garde ou Alice Luxley, blessure grave va s'en occuper. Bon, il faut voir si la carte va s'en occuper suffisamment vite ou pas. Et maintenant, on passe à tous les effets de déplacement et d'évasion. Le premier, tir de sommation, voilà, une carte du cycle Le Cercle Brisé, un événement de niveau 0 qui coûte 2, trait tactique et ruse, dépensez une munition d'un soutien arme à feu que vous contrôlez en tant que coût supplémentaire pour jouer tir de sommation, déplacez tous les ennemis non élites de votre lieu vers un lieu connexe, cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc une carte, une action, 2 ressources et une munition, et l'ennemi, vous le déplacez. Donc il est toujours là, mais s'il est pas chasseur, comme il est plus dans votre lieu, vous en souciez pas. S'il est chasseur, vous avez tout simplement à vous déplacer assez vite pour qu'il soit toujours un lieu derrière vous. Et on peut noter que ça peut se combiner avec blessure grave. Vous attaquez l'ennemi à la machette. Mettons que c'est un ennemi qui a 6 points de vie. Vous l'attaquez à la machette, il s'est pris 2 dégâts, il lui reste 4 points de vie. Vous lui attachez blessure grave. Vous dites dans
3 rounds, il sera mort parce que la blessure à la fin de ce round, puis les 3 blessures à la fin des 3 rounds prochains. Donc, dans 4 rounds, en incluant, enfin, on est au round N, à la fin du round N plus 3, il est vaincu, ok. Maintenant, tir de sommation, je le décale d'un lieu, et comme il sera toujours derrière moi, il pourra pas m'attaquer, et le tir de sommation s'occupera de lui. Deuxième carte, le coup de pied rotatif, qui vient du cycle précédent, un événement de niveau 1 qui coûte 1, trait, esprit, tactique et ruse. Combattre, ajoutez votre agilité à votre valeur de compétence pour cette attaque. Cette attaque inflige plus un dégât. En cas de réussite, échappez automatiquement à l'ennemi attaqué. Bon, vous donnez un boost à votre valeur de combat. Léo Anderson n'a que 1 en agilité, mais tous les autres gardiens ont 2 ou 3, si ma mémoire est bonne. Enfin voilà, donc c'est un bonus appréciable. L'attaque inflige 2 dégâts, c'est toujours appréciable. Vous échappez automatiquement à l'ennemi incliné, à l'ennemi attaqué. Encore une fois, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est maintenir de la distance. Alors, je dis maintenir de la distance, vous pouvez aussi choisir, vous faites ça à votre première action. L'ennemi, vous lui avez échappé automatiquement, donc il va pas faire d'attaque d'opportunité. Et maintenant, vous utilisez votre deuxième et votre troisième action pour faire ce que vous voulez, et c'est avec vos cartes d'attrition que vous allez achever l'ennemi. Et entre-temps, vous aurez pu faire vos actions sans vous soucier de la présence de cet ennemi. Alors la carte très excessive, je sais pas, mais en tout cas, le marteau cyclopéen du cycle précédent, un soutien biclassé gardien mystique, de niveau 5, qui coûte 5, qu'occupe les 2 emplacements de main, trait, objet, relique, arme et corps à corps, action combattre, ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette attaque, vous infligez plus un dégât pour cette attaque, en cas de réussite, si l'ennemi est non élite, vous avez le droit de le déplacer de 1 lieu en l'éloignant de vous. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, vous infligez plus de dégâts et avez le droit de le déplacer jusqu'à 2 lieux en l'éloignant de vous à la place. En version tabou, la réussite par 3 ou plus, pour avoir son effet, il faut incliner le marteau et donc ça ne marche qu'une fois par round. Bon, on a une arme qui vous donne un bon bonus, la volonté, pareil pour les gardiens, c'est généralement 3, voire 4, et sur un ennemi non élite, ça permet de le changer de lieu. Donc voilà, encore une fois, s'il est plus engagé avec vous, vous pouvez faire vos actions tranquillement sans vous prendre d'attaque d'opportunité. Et quand il revient, s'il arrive de nouveau à vous engager, vous avez par exemple votre chien de garde pour l'achever. Ah, là je vais charger une version avec image. Alors comme souvent, le site mouline un peu. Voilà, Bolas, qui vient de ce cycle, un événement de niveau 0 qui coûte 1. Échappé à. Cette tentative d'évasion utilise la force au lieu de l'agilité. En cas de réussite et si l'ennemi est non élite, attachez-lui le Bolas. L'ennemi attaché perd 1 d'évasion, forcé. Après que l'ennemi attaché s'est déplacé, inclinez-le. Alors, déjà, c'est de l'évasion avec, a priori, une compétence qui vous arrange plus. Le fait que l'ennemi perde 1 d'évasion, ça sera pas forcément utile. Mais le point intéressant, c'est vraiment l'effet forcé, après que l'ennemi attaché s'est déplacé, inclinez-le. Donc vous êtes au round N, vous échappez à l'ennemi. Donc vous vous désengagez de lui, vous l'inclinez, vous faites vos actions sans vous prendre d'attaque d'opportunité. Phase d'entretien. Si vous êtes, il se redresse, si vous êtes dans le lieu, il vous réengage. Ok. Mais si vous avez quitté le lieu avant qu'il se redresse, phase d'entretien, il se redresse, vous n'êtes plus dans le lieu, ok. Round suivant, phase des ennemis. Première chose, il se déplace, et ensuite il s'incline. Donc il vous engage pas. Donc, alors, il vous attaque pas, par contre, à la phase d'entretien qui est juste après la phase des ennemis, il se redresse et il vous engage. Mais, si vous avez la capacité de lui échapper,
à chaque round, si vous êtes disposé à effectuer l'évasion, vous bénéficiez du -1 d'évasion, et vous lui échappez, vous quittez le lieu. Pardon que je m'embrouille pas, voilà. Si vous le laissez se redresser dans votre lieu, quand il se redresse, il vous engage automatiquement, mais à votre tour suivant, vous lui échappez, vous finissez ce que vous avez à faire dans le lieu, puis vous sortez du lieu. Round suivant, il peut pas se déplacer pour vous rattraper vu qu'il est incliné. Le round encore après, là il est redressé, il se déplace, il vient dans votre lieu, mais il peut pas vous engager. Et donc, vous avez à la fois un ennemi qui est dans votre lieu un round sur 2, mais aussi un ennemi qui ne vous attaquera jamais, parce qu'au moment des attaques, il sera toujours incliné. Ou alors il sera redressé, mais dans un autre lieu. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Pareil, je vais charger une version avec image, j'avais oublié de le faire avant. Les menottes, alors spécifiquement de niveau 2. Les menottes de niveau 0, je crois que c'était dans le cycle La civilisation oubliée, mais je vais pas en parler, parce qu'elles sont pas bonnes, mais là, dans ce cycle, on a la version de niveau 2. Un soutien qui coûte 1, qui n'occupe pas d'emplacement, trait objet police, rapide, donc ça coûte pas d'action de le jouer, très bien, et ça déclenche pas d'attaque d'opportunité de le jouer. Action, si les menottes ne sont pas attachées à un ennemi, échappez à utiliser uniquement sur un ennemi humanoïde. Cette tentative d'évasion utilise la force au lieu de l'agilité. En cas de réussite, retirez toutes les fatalités qui sont sur l'ennemi auquel vous venez d'échapper et attachez-lui les menottes. Si l'ennemi attaché est non élite, il ne peut pas se redresser et les fatalités ne peuvent pas être placées sur lui. Donc ça encore, c'est la Rolls-Royce de la temporisation. Vous avez un ennemi qui vous gêne, potentiellement à cause de ses fatalités. Vous avez une carte qui vous aide à lui échapper. Alors il faut qu'il soit humanoïde, mais vous avez une carte qui vous aide à lui échapper, et si vous y arrivez, sachant que c'est un soutien et que vous pouvez faire autant de tentatives que vous le souhaitez tant que vous avez des actions, c'est encore mieux que si c'était un événement. Donc, vous essayez de lui échapper jusqu'à ce que ça réussisse. Une fois que ça a réussi, l'ennemi, il est en jeu, incliné, il ne se redressera pas, et il ne se prendra pas de fatalité. À noter, il y a marqué « il ne peut pas se redresser ». Si vous êtes dans un scénario dans lequel il y a des cartes qui ont des effets redresser un ennemi, ça marchera pas, parce que dans Arkham, comme dans beaucoup de jeux de cartes, quand vous avez une contradiction entre un effet fait et un effet vous ne pouvez pas faire, c'est toujours l'effet vous ne pouvez pas qui prend le dessus. Donc à moins que j'ai raté alors à moins, j'ai pas le livret sous les yeux, mais à moins qu'il y ait quelque part marqué quand il y a contradiction entre une carte joueur et une carte rencontre, c'est la carte rencontre qui annule l'effet de la carte joueur, à moins qu'il y ait ça écrit clairement dans le guide de référence. Voilà, menottes, ça vous affranchit tous les effets de redressement d'ennemis. Et donc je disais, c'est quelque part la Rolls de la temporisation, parce que l'ennemi, il fait plus rien, mais il est là. Et on va en reparler quand on parlera du gain d'indice. Passons maintenant à la contre-attaque, avec 2 cartes. La première, c'est le couteau de survie, version de niveau 0 dans la boîte La civilisation oubliée, et version de niveau 2 dans la boîte Le renouveau de la civilisation oubliée. Niveau 0, c'est un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait objet arme et corps à corps, action combattre, vous gagnez +1 pour cette attaque. Réaction, après qu'une attaque ennemie vous a infligé au moins 1 dégât lors de la phase des ennemis, inclinez le couteau de survie, combattre. Cette attaque cible l'ennemi attaquant, vous gagnez plus en force et infligez +1 dégât pour cette attaque. Version de niveau 2, l'action de combat a un bonus additionnel de +1, on passe d'un bonus de +1 à un bonus de +2, et la réaction, on va effectuer le combat avant de résoudre l'attaque de l'ennemi. Par contre, même bonus de force, même bonus de dégâts. Donc, ce que je mentionnais tout à l'heure dans l'attrition,
Vous avez un ennemi, vous lui faites un dégât par-ci, un dégât par-là, mais il reste en jeu. Et du coup, à la face des ennemis, il vous attaque. Et ben le couteau de survie vous dit... Alors si vous avez la version de niveau 0, ça vous dit, après que l'ennemi vous a attaqué et infligé des dégâts et ou des horreurs, vous contre-attaquez et vous l'achevez. Et la version de niveau 2 dit même, vous l'attaquez avant de résoudre son attaque, et si vous le vainquez, vous ne résolvez pas son attaque. Donc le couteau de survie de niveau 2, c'est... ça peut complètement faire disparaître le problème du mince, l'ennemi est toujours en vie au début de la phase des ennemis. Vous avez un ennemi qui est 3-3-3, vous lui infligez un dégât avec le flic en patrouille de niveau 2. Mauvais exemple. Non. Vous êtes dans votre lieu. Dans le lieu connexe, il y a un ennemi 3-3-3 qui est chasseur. Vous dites, je reste dans mon lieu, c'est pas gênant que l'ennemi arrive. Face des ennemis, l'ennemi chasseur se déplace, entre dans votre lieu, vous engage, attaque, il vous fait mettons un dégât et une horreur, ouais. Le dégât vous le mettez sur le chien de garde et l'ennemi se prend un dégât, puis vous faites l'action de combat du couteau de survie. Si vous avez le couteau de survie de niveau 2 avant la déclaration de... j'ai l'estomac qui garouille. Avant la résolution plutôt de l'attaque de l'ennemi, vous dites, j'utilise ma réaction, je déclenche une action de combat. Pendant une fenêtre d'action rapide de mon action de combat, j'utilise le flic en patrouille de niveau 2, j'inflige un dégât à l'ennemi, je finis de résoudre mon combat au couteau de survie, et si je réussis, je me suis pris aucun dégât. Et donc, je n'ai pas subi d'effet négatif à avoir laissé un ennemi sur la table. Dans la logique de contre-attaque, on a bien sûr contre-attaque au point, qui vient du deck préconstruit de Nathaniel Cho. La version de niveau 0, c'est un événement gratuit, très esprit et tactique, rapide, à jouer après qu'un ennemi vous a attaqué, même si cette attaque a été annulée. Combattre, cette attaque cible l'ennemi attaquant. Donc vous avez le droit à une attaque après avoir été attaqué. Alors, petite remarque, le couteau de survie, c'est une attaque lors de la phase des ennemis. Contre-attaque au point, ça peut être une attaque d'opportunité. Ok. La version de niveau 0, c'est du combat basique. Donc si vous réussissez votre combat, vous infligez un seul dégât. C'est pas sensationnel, mais encore une fois, ça se combine avec tous les effets d'attrition. Par contre, la version de niveau 2, à jouer quand un ennemi vous attaque avant de résoudre cette attaque, combattre, vous avez maintenant un bonus de plus 2 en force et vous infligez plus 1 dégât. Donc en fait, c'est le même déclencheur que le couteau de survie de niveau 2, c'est-à-dire vous allez être attaqué et vous résolvez votre attaque avant l'attaque de l'ennemi, et c'est le même bonus que le couteau de survie de niveau 2, plus 2 en force et plus 1 dégât. Et pour revenir aux commentaires faits précédemment, encore une fois, vous allez par exemple dire, avant la première action de mon tour, j'utilise l'action rapide du flic en patrouille, un dégât sur l'ennemi, je déclare que je fais une enquête, ça déclenche une attaque d'opportunité, avant de la résoudre, je joue contre-attaque au point, j'effectue mon combat, chouette, j'ai vaincu l'ennemi, et du coup je me prends pas son attaque, et je finis de résoudre mon action. Voilà. Contre-attaque, j'ai vu que ces 2 cartes-là. Et pour finir, les 5 cartes que j'ai vues en coup de grâce, c'est-à-dire, l'ennemi est resté sur la table un certain temps, maintenant il faut l'achever, soit parce que c'est le but du scénario de l'achever, soit parce que vous voulez ces points d'XP, ou alors parce que ça devient trop compliqué de le laisser sur table, ou parce que ça vous fournit un bonus quelconque, ou parce que ça vous intéresse de l'achever maintenant. Je sais pas, par exemple, le joueur qui joue William Yorick dit « Ah, ça m'arrangerait qu'on le tue maintenant,
Voilà, normalement, en multijoueur, vous n'êtes pas censé dire ce que vous avez en main, donc vous achevez l'ennemi, et le joueur de William Yorick dit « Eh ben voilà, les enfouir profondément, on a gagné un XP pour ce scénario. » Bref, premier exemple de carte de coup de grâce, l'explosion de dynamite, qui est dans la boîte de base, un événement qui coûte 5, très tactique, choisissez soit votre lieu soit un lieu connexe, infligez 3 dégâts à chaque ennemi et à chaque investigateur dans le lieu choisi. Du dégât sans test, en l'occurrence 3, pour chaque ennemi, et également pour chaque investigateur, votre lieu ou le lieu connexe. Alors si vous le faites dans votre lieu, vous prenez toutes les attaques d'opportunité et vous prenez les dégâts de votre carte, mais si vous avez joué, voilà, tir de sommation, tous les ennemis que vous avez blessés progressivement, vous les envoyez dans un lieu connexe, enfin tous les ennemis non élites, et derrière, explosion de dynamite. Donc un ennemi à 6 points de vie, par exemple, à qui vous avez infligé, un dégât avec la lame enchantée, qui s'est pris 2 dégâts de blessure grave. Maintenant vous l'envoyez dans un autre lieu, explosion de dynamite, il est achevé. Alors dans la boîte renouveau, on a la version de niveau 2, elle coûte une ressource de moins, et la jouer ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc si vous voulez la jouer dans votre lieu pour tuer plein d'ennemis sans vous prendre trop de blessures, ou tout simplement si vous voulez la jouer dans un autre lieu mais que vous êtes engagé qu'un ennemi. Et dans le pack de Nathaniel Cho, on a la version de niveau 3, maintenant elle est rapide, elle se joue dans n'importe quelle fenêtre d'action rapide, et pour l'effet c'est la même chose. Donc comme c'est rapide, ça vous prend pas d'action, ça déclenche pas d'attaque d'opportunité, n'importe quelle fenêtre d'action rapide, et ben ça il faut regarder le guide de référence pour voir très exactement où sont ces fenêtres, mais ça peut permettre par exemple de dire, eh ben à la fin du tour d'un autre investigateur, avant qu'on passe à la phase des ennemis, à la fin du tour de quelqu'un d'autre, je vais jouer l'explosion dynamite. L'autre joueur vient de jouer tir de sommation pour repousser les ennemis. On a tous joué toutes nos actions. Les ennemis, face des ennemis, ils devraient revenir et nous attaquer. Eh ben non, je joue explosion de dynamite. Voilà, ils sont tous achevés. Et on n'a pas à s'inquiéter pour la phase des ennemis. Alors la version assez expéditive, on se reverra en enfer, qui vient du cycle de Carcosa, un événement de niveau 0, qui coûte 0, trait esprit, chaque ennemi non élite engagé avec vous est vaincu, vous êtes vaincu et subissez un traumatisme physique. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Vous avez laissé plein d'ennemis en jeu, arrive un moment où ils vous tombent tous dessus, ou alors volontairement vous allez dans leur lieu. Allez, mettons Roland Banks, comme il est biclassé chercheur, il a la carte éclaireur. L'ensemble des joueurs a regroupé 3, 4, 5 ennemis dans un lieu. Roland Banks se rend dans ce lieu, tous les ennemis l'engagent, il joue On se reverra en enfer, et tous les ennemis non élites sont vaincus. Voilà, comme ça, d'un coup, vous vous débarrassez de tous les ennemis que vous avez laissés traîner, avant les effets du style, à chaque phase des ennemis, les ennemis se déplacent 2 fois au lieu d'une, voilà. C'est un peu le bouton nucléaire. Encore une fois, attention, ennemi non élite. Alors, la carte suivante, habileté au tir, qui vient du cycle La civilisation oubliée. Un événement de niveau 1 qui coûte 2, très tactique, rapide, à jouer quand vous activez la capacité combattre d'un soutien arme à feu ou à distance. Cette attaque peut cibler un ennemi dans un lieu connexe, ignorez les mots-clés distant et riposte pour cette attaque. Si cette attaque réussit contre un ennemi qui n'est pas engagé avec vous, elle inflige plus un dégât. Donc, encore une fois, vous avez laissé un ennemi sur la table, maintenant faut l'achever, et ben, avec cette carte, vous n'avez même pas besoin d'aller dans le lieu de l'ennemi. Voilà, vous êtes dans votre lieu, vous avez, je sais pas moi, un 45 automatique. Vous dites, je veux attaquer l'ennemi d'à côté, donc je joue habileté au tir.
vous avez le droit de cibler cet ennemi, et puis si vous réussissez, le dégât de l'action combattre réussie, le dégât additionnel du 45 automatique, le dégât de l'habileté au tir. Donc en une action, vous pouvez faire 3 dégâts. À noter qu'il n'y a pas de restriction sur les ennemis élites, et bien évidemment, si vous êtes dans une configuration à être dans le lieu connexe au lieu d'un ennemi que vous l'achevez, ça se combine avec l'explosion de dynamite. Alors il faudra voir les ressources, mais si vous avez 7 ressources, vous faites... Alors il faut réussir l'attaque bien sûr, mais l'attaque réussie inflige 3 dégâts à l'ennemi, explosion de dynamite, lui inflige 3 et inflige aussi 3 aux autres. Donc vous pouvez vraiment faire plein de dégâts en un round à des ennemis dans un lieu connexe. L'avant-dernière carte consacrée au combat, coup pour coup, qui était dans le cycle précédent, un événement de niveau 0 qui coûte 0, trait esprit et tactique, combattre. Cette attaque inflige plus un dégât réussi automatiquement. En tant que coût supplémentaire pour effectuer cette attaque, l'ennemi choisi effectue une attaque contre vous. Donc 2 dégâts infligés automatiquement à l'ennemi, le coût c'est de se prendre une attaque. Sauf que, encore une fois on parle d'un archétype temporisation des ennemis qui inclut de l'attrition, donc en fait quand vous jouez coup pour coup, il y a des chances pour que vous ayez le chien de garde en jeu, et que donc l'attaque effectuée par l'ennemi vous permettent, via le chien de garde, d'infliger un dégât à l'ennemi. Donc en fait, la carte, si votre deck sort bien évidemment, des fois un deck ne donne pas du tout les résultats attendus, mais si votre deck sort bien, cette carte-là vous permet d'achever un ennemi à qui reste 3 points de vie, à condition d'accepter une attaque, dont vous n'encaisserez pas tout, vu que vous pouvez mettre sur le chien de garde, et ou sur le flic en patrouille de niveau 2. Mettons que l'ennemi inflige un dégât à une horreur, le dégât part sur le chien de garde, l'horreur part sur le flic en patrouille de niveau 2. Et si l'ennemi avait encore tout plein de points de vie, flic en patrouille de niveau 2, vous lui infligez un autre dégât. Donc potentiellement une action pour faire 4 dégâts à un ennemi, et ne quasiment rien vous prendre comme dégâts et ou horreurs sur votre carte investigateur. Et pour finir, le croc de Tirfra. Un événement... Alors une carte qui vient du cycle précédent. Un événement de niveau 4 qui coûte 3, trait sort. Combattre, choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu révélé comme cible de cette attaque. Avant de résoudre cette attaque, vous avez le droit de vous déplacer vers le lieu de cet ennemi. Ajoutez votre agilité à votre force pour cette attaque. Cette attaque inflige plus 3 dégâts. Donc là, pour moi c'est vraiment l'effet le plus puissant que j'ai trouvé. Vous avez laissé un ennemi. Alors je vérifie un truc. Ouais, il y a un commentaire qui est d'accord. Pardon ? Oui, il y a un commentaire qui est d'accord avec moi. Comme il n'est pas mention d'engagement, cette carte-là a une restriction, ça marchera pas sur les ennemis distants. Parce que pour combattre un ennemi distant, il faut l'engager. Et là, la carte ne vous dit pas que vous l'engagez. Mais pour tout ennemi non distant, élite ou non élite, tant qu'il est dans un lieu révélé, vous pouvez le cibler. Donc vous avez laissé traîner n'importe quel ennemi non distant en jeu, sur le plateau. Quand vous le souhaitez, vous avez cette carte-là qui vous permet de lui faire 4 dégâts en un coup, en ajoutant une deuxième compétence. Donc, encore une fois, pour un gardien, on va tabler sur une agilité de 2, éventuellement 3, seulement 1 si vous jouez Leo Anderson, mais voilà. Combat à force, modifié bien sûr, plus 2, pour infliger 4 dégâts d'un coup à un ennemi, où qu'il soit, avec en plus la possibilité de vous téléporter dans ce lieu, et une fois dans ce lieu, soit il y a d'autres ennemis qui vous engagent et vous vous en débarrassez, soit ce lieu est connexe à un autre lieu dans lequel il y a des ennemis gênants, et vous en débarrassez avec explosion de dynamite ou la carte précédente, la habileté au tir. Voilà. Alors j'ai cité uniquement les cartes
les cartes sur lesquelles sont bâtis l'archétype, et là en l'occurrence la gestion des ennemis, mais évidemment il y a des cartes qui tournent autour. Par exemple, si vous avez chien de garde et flic en patrouille dans votre deck, vous avez intérêt à mettre le tarot, l'étoile, pour donner plus de vie et de santé mentale aux flics aux deux alliés, et leur permettre d'être plus longtemps en jeu, et donc d'apporter plus d'effets. Si vous utilisez le croc de tir Fra, vous avez peut-être intérêt, alors même si la carte est un événement donc à usage unique, mais vous avez peut-être intérêt à utiliser l'entraînement au combat de niveau 3, qui vous donne un bonus passif de plus en force et plus en agilité, voilà, etc. Bon, donc ça c'était pour toute la gestion des ennemis. Maintenant, le gain d'indices. Donc, le gain des indices. Pardon, j'ai été interrompu. Le gain d'indices. La première carte, qui vient de la boîte de base, preuve, un événement de niveau 0 qui coûte 1, rapide, à jouer après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. On a la version de niveau 1 dans la boîte, dans le deck préconstruit Nathaniel Cho. Et l'effet qui change, c'est que si l'ennemi avait 4 points de vie imprimés, vous trouvez 2 indices à la place. Donc là, justement, ce que je disais au tout début, la temporisation des ennemis, vous vous retrouvez engagé avec un ennemi, vous êtes dans un lieu sans indice, vous avez preuve en main, vous dites, ça m'apporte rien de vaincre l'ennemi ici et maintenant, donc je vais attendre, et je vais le vaincre quand je pourrai tirer avantage de preuve. Voilà, donc c'est grâce à des cartes comme preuve qu'on passe de j'arrive à... Enfin, qu'on passe de l'ennemi ne me pose pas de problème à je tire avantage de l'ennemi. Donc mettons que vous êtes dans le lieu A, il n'y a plus d'indice, vous vous déplacez vers le lieu B. Au moment où vous déclarez que vous faites une action de déplacement, vous prenez une attaque d'opportunité. Donc, un dégât sur le chien de garde et l'ennemi se prend un dégât. Vous finissez votre mouvement, vous arrivez dans le lieu B, il y a un indice, vous achevez l'ennemi, ou vous attendez la phase des ennemis pour le vaincre avec le couteau de survie, et vous dites, voilà, je joue preuve, j'ai un indice, éventuellement 2 si l'ennemi avait 4 points de vie et que vous avez la version de niveau 1. Voilà. L'ennemi vous a aidé à prendre des indices. Deuxième carte, scène de crime, cycle de la civilisation oubliée. Un événement de niveau 0 qui coûte 2, très perspicacité et audacieux, à jouer uniquement lors de votre première action, découvre un indice dans votre lieu, 2 indices à la place, il y a un ennemi dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Un peu comme preuve, vous avez scène de crime en main, il n'y a pas d'indice dans votre lieu, il y a un ennemi engagé avec vous, ou en tout cas en jeu qui va se déplacer vers vous, vous dites, je vais me placer dans une situation de telle sorte que l'ennemi soit dans mon lieu, je joue scène de crime, j'ai 2 indices, et ensuite je me soucie de comment j'achève l'ennemi, ou alors je m'en débarrasse temporairement pour qu'il me fournisse encore une fois de l'assistance pour des indices, via preuve ou un autre exemplaire de scène de crime. Interroger, cycle du cercle brisé, un événement niveau 0 qui coûte 2, trait tactique et perspicacité, discussion, choisissez un ennemi humanoïde dans votre lieu et effectuez un test de force de difficulté 3, augmentez la difficulté de ce test de X, X étant la valeur de dégâts de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez un indice dans votre lieu, et un indice dans n'importe quel autre lieu. Vous avez besoin d'un ennemi, spécifiquement un ennemi humanoïde, alors il va falloir faire un test potentiellement de difficulté élevée. Ça vous permet de trouver en une action 2 indices, une dans le lieu de l'ennemi, une dans un autre lieu. Donc pareil, vous allez peut-être attendre pour la jouer que l'ennemi soit dans le bon lieu. Voilà. Avant-dernière carte sur la piste, de niveau 3, c'est une carte du cycle précédent, ça coûte 1,
trait perspicacité tactique, choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu autre que le vôtre, déplacez-vous 2 fois en direction de cet ennemi, découvrez un indice dans chaque lieu dans lequel vous entrez via cet effet. Donc il y a un ennemi. Alors je vérifie, le chemin qu'on parcourt n'a pas besoin d'être le plus court. Donc vous avez laissé un ennemi en jeu, vous dites je vais en direction de cet ennemi. Alors vous allez peut-être en finir dans son lieu, peut-être pas, mais en tout cas vous vous déplacez, vous allez trouver jusqu'à 2 indices sans test. Et enfin, leçon retenue, boîte de Nathaniel Cho, événement de niveau 2 qui coûte 1, trait perspicacité d'esprit, rapide, à jouer après que vous avez subi des dégâts d'une attaque ennemie, découvrez 2 indices dans votre lieu. Donc l'ennemi, comme il n'a pas été achevé avant la phase des ennemis, phase des ennemis, il vous attaque, ou alors même vous déclenchez volontairement une attaque d'opportunité, d'abord vous encaissez les dégâts, et ensuite vous jouez leçon retenue, 2 indices sans test. Et si je me trompe pas dans le timing, donc l'attaque de l'ennemi, les dégâts sont subis, vous jouez leçon retenue, puis vous attribuez les dégâts, par exemple en mettant 1 sur le chien de garde, et si c'est bien le cas, réaction du chien de garde, un dégât sur l'ennemi qui peut être vaincu. Si l'ennemi est vaincu, c'est le moment de sortir preuve. Et donc, en fonction du nombre de points de vie initial de l'ennemi, leçon retenue plus preuve de niveau 1, ça peut faire un total de 3 ou 4 indices, sans avoir eu à faire la moindre enquête. Voilà. Bon, faut que je coupe l'enregistrement et que je reprenne plus tard, donc il y aura peut-être un léger décalage de son. Voilà, alors je reprends la suite. Bon, il y a quelqu'un un artisan qui intervient, donc j'ai dû m'interrompre. Comme je le disais tout à l'heure, à l'instant pour vous, j'essaierai d'ajuster le niveau sonore entre la première partie et cette deuxième partie. Et donc on continue. 3e élément dans cet archétype, l'économie, ressources et pioches, et je n'ai trouvé qu'une carte, à savoir j'ai connu pire. Alors là c'est la version de niveau 2, qui initialement était dans le cycle de Carcosa, mais qui maintenant est également dans la boîte de base. J'ai dû le mentionner la fois où j'avais fait ma vidéo sur les différences entre la nouvelle boîte de base et l'ancienne boîte de base. Oui, donc je disais, j'ai connu pire. La version de niveau 2, elle coûte 0, trait esprit, rapide, à jouer quand des dégâts et ou des horreurs vous sont infligés, annuler jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs tout juste infligés, ensuite gagner un nombre équivalent de ressources. La version de niveau 4, c'est tout pareil, sauf que c'est jusqu'à 5. Donc là, c'est une carte très intéressante dans cet archétype, parce que encore une fois, vous laissez traîner des ennemis, de temps en temps, ils vous attaquent, vous mettez un maximum de dégâts, à chaque attaque d'un ennemi, vous essayez de mettre un dégât sur le chien de garde pour infliger un dégât à l'ennemi. Les horreurs, tant que vous pouvez, vous mettez sur le flic en patrouille de niveau 2, ou sur un soutien qui peut encaisser. Voilà, mais ça s'accumule, et donc, j'ai perdu le fil de ma phrase. Oui, donc en tout cas, vous laissez les ennemis qui infligent des dégâts quand ils arrivent dans votre lieu et qui vous attaquent lors de la phase des ennemis. Vous essayez d'encaisser ces dégâts et ces horreurs, mais là, j'ai connu pire, vous les annulez. Et en plus, ça vous file des ressources. Alors j'ai souvent entendu le commentaire que la version de niveau 2 est géniale parce que 2 dégâts et horreur c'est quand même très classique. Voilà, il y a pas mal d'ennemis qui infligent un dégât et une horreur. La version de niveau 4 c'est 5. Alors oui, c'est excellent d'annuler 5 d'un coup et de gagner 5 ressources, mais ça va être beaucoup plus situationnel. Et je vérifie, oui d'ailleurs, là je parle des attaques des ennemis, mais il n'y a pas spécifié de quelle source proviennent les dégâts. Vous piochez un échec automatique sur votre test de reste pourrissant,
vous devriez vous prendre 3 horreurs. J'ai connu pire de niveau 2, ça enlève nul 2, ça vous file de ressources. La version de niveau 4, elle annule les 3 horreurs et vous file 3 ressources. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Voilà donc, la carte que j'avais oublié de mentionner, c'est en chasse spécifiquement de niveau 3, qui est dans le cycle précédent. Donc événement gratuit, très tactique, rapide, à jouer quand vous devriez piocher une carte rencontre lors de la phase du mythe. À la place, cherche un ennemi dans le deck rencontre, générez-le engage avec vous, au lieu de son lieu de génération habituel, attachez-lui en chasse et mélangez le deck rencontre. Réaction, quand vous vainquez l'ennemi attaché, gagnez 3 ressources. Donc cette carte-là, déjà, première chose, elle vous fournit un ennemi. Comme je le disais au début de la vidéo, la temporisation des ennemis, il y a l'aspect il faut que les ennemis que je laisse en jeu ne me plaisent pas trop, mais il y a aussi l'aspect là maintenant j'ai besoin d'un ennemi, notamment pour trouver des indices, et ben en chasse vous fournit cet ennemi si vous ne l'avez pas déjà pioché. Et puis la réaction, quand vous vainquez l'ennemi avec une, soit à l'attrition, soit avec une des cartes de coup de grâce, vous avez 3 ressources, alors que la carte vous avait coûté 0. C'est un peu... Alors, très schématiquement, c'est une planque à retardement. Ça vous coûte rien, pas même une action, et plus tard ça vous rapporte 3 ressources. Le point important, c'est quand même quand vous vainquez l'ennemi. Donc il va falloir considérer ça. Il va falloir veiller à ce que l'ennemi ne soit pas tué par quelqu'un d'autre, sinon vous n'avez pas les ressources. Voilà. Et donc je reviens où j'en étais maintenant. Et du coup maintenant on va voir les investigateurs de choix. Et j'en ai noté 5. Ah oui, donc déjà, bon, les gardiens. La liste des gardiens actuellement disponibles. Le premier, Roland Banks, j'ai mis, que je retrouve, parce qu'il fait du gain d'indice. Voilà, c'est son effet de gain d'indice, sa réaction. Après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu, limite d'une fois par round. C'est ce que je disais pour l'effet de la carte preuve. Vous êtes dans un lieu sans indice, mais avec un ennemi, et ben idéalement, vous allez attendre d'être dans un lieu avec indice pour vaincre cet ennemi, et vous gagnerez votre indice. Donc au lieu, voilà, mettons que c'est un ennemi 3-3-3. Si vous jouez un deck de combattants lambda, et ben vous allez faire une attaque pour faire 2 dégâts sur l'ennemi, puis une attaque pour faire le dernier dégât sur l'ennemi. Troisième action, vous sortez du lieu. Et round suivant, alors si vous êtes en solo, ben le round suivant, si vous êtes dans un lieu avec indice, faut découvrir l'indice. Si vous êtes en duo, les indices c'est pas votre tâche, l'autre s'en débrouille. Mais dans un style temporisation des ennemis, vous allez pouvoir dire, il n'y a pas d'indice dans mon lieu, ça m'intéresse pas de tuer l'ennemi là, donc première action, je fais mon déplacement, je me prends une attaque d'opportunité, un dégât sur le chien de garde, l'ennemi est blessé, à la fin de la résolution de mon action, je suis dans le nouveau lieu avec indice. Deuxième action, j'attaque l'ennemi, il est vaincu, réaction de Roland Banks, j'ai un indice, et ben je peux également... faudra que je fasse un petit rajout, que je décalerai au montage. Et bref, j'ai la réaction de Roland Banks, j'ai un indice, éventuellement dans la foulée je joue preuve, pour un deuxième indice, ou alors j'avais joué lesson learned, comment ça s'appelle en français, voilà, leçon retenue, suite au dégât de l'attaque d'opportunité, j'avais trouvé 2 indices, mais ça c'est s'il y avait des indices dans le lieu précédent. Bref, Roland Banks, vu que vaincre un ennemi, pour lui c'est un gain potentiel d'indices, et ben, pour un maximum d'efficacité, on essaie de ne vaincre les ennemis que lorsqu'on est dans un lieu avec indice. Ok, deuxième investigateur qui est très bon dans le rôle. Zoé Samaras, parce qu'elle a... Ah, j'aurais dû
Et là, sa réaction, après que vous devenez engagé avec un ennemi, gagnez une ressource. Donc chaque fois qu'elle pioche un ennemi et qu'elle devient engagée, une ressource. Chaque fois qu'elle entre dans un lieu dans lequel il y a des ennemis pour les temporiser, elle gagne une ressource par ennemi. Chaque fois qu'un ennemi chasseur entre dans son lieu et l'engage, elle gagne une ressource. Donc, bonne économie, mais en plus, sa carte signature, je vais y arriver, la croix. Réaction, après qu'un ennemi devient engagé avec vous, inclinez la croix de Zoé et dépensez une ressource, infligez un dégât à cet ennemi. Début de la partie, tant que vous n'avez pas la croix, l'engagement d'ennemi c'est du gain de ressources, dès que vous avez la croix, l'engagement d'ennemi c'est de l'attrition. Donc en supposant que vous avez laissé un ennemi chasseur dans un autre lieu, face des ennemis, il entre dans votre lieu, il vous engage, croix de Zoé, un dégât. Puis vous attaque, chien de garde, un deuxième dégât. Le troisième, Léo Anderson, j'ai failli dire Léo Deluca, Léo Anderson. Lui, son truc, c'est les alliés. Voilà, réaction, après le début de votre tour, jouez un soutien allié en diminuant de 1 son coût. Donc, vous jouez cet allié sans dépenser d'action, et vous économisez 1 sur son coût. Donc vous avez une incitation à jouer plein d'alliés, et les alliés, ils ont des points de vie, ils ont des points de santé mentale. Dans un deck Léo Anderson, vous pouvez mettre le tarot, l'étoile, qui fait que chacun de vos alliés a plus un point de vie, plus un point de santé mentale. Donc c'est autant de dégâts et d'horreur des attaques ennemies que vous pouvez encaisser. C'est plus facile que pour d'autres investigateurs de dire y a pas d'indice dans mon lieu, tant pis, je me déplace avec l'ennemi avec lequel je suis engagé. L'horreur, flic en patrouille de niveau 2, le dégât, chien de garde, l'ennemi il se prend un dégât. Maintenant, je suis dans un lieu avec indice. Et ben voilà, comme je le disais avant, maintenant je tue l'ennemi, ou même maintenant je vais effectuer l'action de enquêter, pourquoi pas, il a 3, je dis j'enquête, attaque d'opportunité, leçon retenue, j'ai 2 indices, un dégât sur le chien de garde, un dégât sur l'ennemi, et j'achève l'ennemi, alors je finis de résoudre mon enquête, et ensuite j'achève l'ennemi, preuve, ouais voilà. Voilà. Et, ah oui, le dernier, Nathaniel Cho, j'ai failli l'oublier. Pardon. J'ai raté une ligne. Daniela Reyes, parce elle fait de l'attrition et de l'évasion automatique avec sa réaction. Après qu'un ennemi vous a attaqué, sauf dans le cas d'une attaque d'opportunité que vous avez provoquée, même si cette attaque a été annulée, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous lui échappez automatiquement. Infliger les dégâts, comme je le disais, c'est de l'attrition. L'ennemi attaque Daniela Reyes, un dégât qui vient du chien de garde, un dégât qui vient de la réaction de Daniela Reyes, et ensuite elle va se charger de l'achever, ou alors l'ennemi l'attaque, elle lui échappe automatiquement, donc il est en jeu et elle peut utiliser scène de crime, interroger, voilà. Et donc finalement, Nathaniel Cho, le boxeur, lui, c'est lié au fait qu'il a une réaction qui dit quand vous infligez des dégâts à un ennemi via un événement ou une capacité combattre d'un événement, infligez un dégât supplémentaire, limite d'une fois par phase. Et le point important, c'est le limite d'une fois par phase. Donc Nathaniel Cho, il peut soit faire de gros efforts pour infliger tous les dégâts nécessaires pendant la phase des investigateurs, ou alors il se donne moins de peine, il laisse l'ennemi survivre et face des ennemis, contre-attaque au point pour achever l'ennemi et bénéficier donc de son plus 1 dégât. Et alors je crois que pour le moment il n'y a qu'une carte, il peut aussi essayer de faire des dégâts pendant la phase du mythe avec embuscade. Il joue embuscade dans son lieu, phase du mythe en chasse de niveau 3 pour aller chercher un ennemi qui génère dans son lieu, embuscade se déclenche, alors c'est une carte que je joue rarement donc faut que je vérifie le montant en dégâts. 2 dégâts à l'ennemi, donc 2 dégâts à l'ennemi,
le bonus de Nathaniel Cho. Il commence son round, il y a un ennemi dans le lieu, scène de crime. Et ensuite, comme je l'ai dit plein de fois depuis le début de la vidéo, soit on attaque l'ennemi, soit on déclenche une attaque d'opportunité pour achever avec le chien de garde. Voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire pour cette première vidéo sur un archétype. Bon, j'espère que ça vous a convenu comme format. Encore une fois, n'hésitez pas à demander si vous voulez un certain archétype. J'avais cité main pleine, truand friqué, il y a aussi réussite par 2 ou plus. Voilà. Je suis en train de réfléchir. Je sais pas si on peut dire que la récupération d'événements dans la main des truands, c'est vraiment un archétype, parce que c'est assez simple. On prend les événements en question, on met Chuck Fergus, et voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander. Demain, on verra le dépôt d'indices sur son lieu des chercheurs. Mercredi, le trait illicite chez les truands. Jeudi, l'utilisation des fatalités par les mystiques. Vendredi, la diminution de difficulté chez les survivants. Et c'est logiquement pour le neutre, il n'y a pas d'archétype particulier. Et les semaines prochaines, si j'arrive à faire le montage à temps, ça sera les 6 decks, les investigateurs de ce cycle. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.